Dans ce cas, on vous pique votre maison. Vous me piquez, vous me piquez ma maison. Oui, on vous pique votre maison, mais je suis propriétaire. Non, non, plus maintenant, c'est fini, on a pris la maison. Et donc, mais l'État, en plus, maintenant, il veut faire un contrôle technique de vos bâtiments. Alors, ça n'arrivera peut-être jamais parce que ça va être trop détollé. Et à un moment, même l'État doit se calmer. Déjà, le DPE, c'est n'importe quoi. Ça a fait chuter le prix de 30% du marché immobilier. Donc, le reste va suivre. Ça va être une catastrophe pour tout le monde. Mais c'est pour ça la propriété privée, mais ça devient une vaste blague, quoi. Ça devient absolument n'importe quoi. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche et aujourd'hui je suis accompagné de François-Xavier de la chaîne Drôme et Économie. Bonjour François-Xavier. Bonjour Mathieu. Comment ça va depuis? Bah, ça va très très bien. Ouais. Depuis la dernière fois où tu étais sur ma chaîne, du coup, bah, non, ça va très très bien. Tout va bien. Ouais, du coup tu m'avais invité deux fois et j'ai jamais eu l'occasion de t'inviter, donc c'est l'occasion, d'autant plus que l'actualité est riche, notamment dans un sujet qui te passionne. Je sais que tu adores ce sujet, l'immobilier. Euh, En plus, le gouvernement s'est réuni en début de semaine, donc ça va être l'occasion de pouvoir rebondir. Mais avant, tu as plus d'abonnés que la chaîne Libre et Riche, tu es plus connu que moi. Pour autant, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas, donc si tu veux te présenter et expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. D'accord, donc je suis François-Xavier de la chaîne Draw My Economy ou alors DME en direct. Hein, maintenant, j'ai plusieurs chaînes. Et mon objectif, c'est de vulgariser l'économie. Et donc, je parle énormément d'économie. Sur Draw My Economy en tant que tel, je fais 2 vidéos par semaine maintenant où soit je vais interviewer des spécialistes, soit je vais parler d'un point très précis sur l'économie. Et sur la chaîne DME en direct, eh bien là, je fais 2 à 3 vidéos par jour où on va commenter vraiment un thème d'actualité économique. Voilà. Et donc, je suis un ancien YouTuber maintenant, parce que ma chaîne a presque, la première, Droma Economy, a presque 10 ans. Et enfin, même dépassé 10 ans, mais voilà, ça fait 10 ans que je fais régulièrement des vidéos dessus. Et donc, je fais partie des anciens YouTubers vulgarisateurs maintenant. Voilà. Ouais, ça commence à faire 10 ans et effectivement, à la base, tu faisais surtout de la vulgarisation au niveau de théorie économique, de certains thèmes, Oui, etc. oui, c'est ça. À la base, quand j'ai lancé la chaîne, en fait, l'objectif, c'était vraiment de faire de la vulgarisation. Par exemple, expliquer ce qu'est le keynésianisme, expliquer qui était Adam Smith, qui était Ricardo, ce que c'est que la pyramide de Maslow, des choses comme ça, en fait, qui sont vraiment pas les bases, mais qui sont des explications de grandes théories économiques ou d'outils marketing qu'on a l'habitude très fréquemment d'utiliser ou de très grands économistes. Et donc, j'avais démarré avec ça. Ça avait bien plu parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup d'anciens lycéens qui m'envoient des messages en me disant bah, j'ai eu mon bac grâce à toi parce qu'il y en a beaucoup de profs qui ont passé ma chaîne dans les lycées, dans les collèges et même en université. Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, une fois que vous avez expliqué une fois ce qu'est le keynésianisme, vous n'allez pas recommencer 15 fois. Donc, quand on a fait le tour de quasiment toutes les grandes théories économiques, parce que toutes les grandes théories économiques, j'en ai parlé, et puis les principaux économistes, j'en ai parlé aussi. Une fois qu'on a fait le tour de ça, bah, il faut parler d'un sujet plus récent et aller vraiment plus dans bah, qu'est-ce que l'économie aujourd'hui et en fait comment on peut expliquer certaines choses qui se passent actuellement en économie. Voilà. Voilà, plus d'actualité et de rebondir un petit Oui, peu sur ce qui se passe. oui. Bon. Et en plus, aujourd'hui, on a beaucoup d'actualités à commenter. Juste une petite question avant de commencer. Toi, où tu te situerais au niveau des pensées économiques, on va dire? Ah bah moi je suis libertarien, je le dis souvent, je suis un libertarien de droite. Enfin tel qu'on représente, hein, en France, mais il n'y a pas de parti politique qui soit libertarien, donc voilà, c'est méconnu en France. Mais l'idée, c'est donc que l'État doit être réduit au minimum. Il a une utilité, il a une nécessité, mais il doit être réduit au minimum. On pourrait dire police, justice, armée pour faire vite. Et puis, une quatrième chose qu'avait rajouté Adam Smith, c'est financer l'éducation.
parce qu'il y avait besoin que les pauvres, puisqu'à l'époque d'Adam Smith, c'était des pauvres vraiment, les pauvres puissent aussi avoir comme horizon d'accéder à des classes sociales supérieures. Et donc, il fallait qu'ils aient l'éducation. Et évidemment, comme ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas donner l'éducation à leurs enfants. Donc l'État devait se charger de financer l'éducation à cause de ça. Pas forcément de donner l'éducation comme l'éducation nationale aujourd'hui, mais au moins de le financer. Voilà. Ouais, du coup, il y en a beaucoup, je pense, qui vont te dire que tu es un néolibéral. Ah oui, oui, non mais à fond. Comme d'hab. Il n'y a pas tellement, je suis le maître étalon du néolibéralisme. Hein. Il y a pas tellement plus Et du coup, ils vont rebondir en te disant, tu es comme Macron. Ah bah alors, oui. Alors là, à l'inverse, je suis complètement opposé à Macron. C'est-à-dire qu'en France, on a... C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de parti libertarien en France. C'est que en France, en fait, si vous prenez par rapport aux autres pays développés, occidentaux, grosso modo, en France, il n'y a que des partis de gauche, étatistes de gauche. Il n'y a pas, de libertariens, il n'y a pas de gens qui... Le libertarien veut le moins possible d'État, ça n'existe pas en France. Et justement, puisque tu cites Macron, moi, je suis toujours épaté qu'on dise qu'il est libéral parce que vous avez quand même un homme qui a tout seul réussi à contracter 30% de la dette française. C'est-à-dire que grâce à lui, on est passé de 2000 milliards, qui était déjà une folie, à 3000 milliards de dettes. Vous avez quelqu'un qui mais vraiment a amené l'État à représenter 58% du PIB. Vous avez le plus haut taux d'imposition du monde développé. Vous avez le plus haut taux d'imposition du monde développé. Et contrairement à ce qu'ils disent, le taux d'imposition a augmenté sous Macron. Donc même si les ministres ont beau dire le contraire, voilà, c'est factuel. Vous avez aussi le plus gros taux de redistribution du monde développé. Donc, à partir de là, moi, je veux bien dire qu'on est libéral, mais alors franchement, il faut redéfinir ce qu'est le libéralisme. On est quand même beaucoup, beaucoup plus proche d'un socialisme, j'allais dire extrême, mais enfin d'un fort socialisme que du libéralisme. De tous les pays développés, de manière, si vous êtes celui où l'État représente le plus dans l'économie, de tous les pays développés, celui où il y a le plus d'impôts et celui où il y a le plus de redistribution, vous êtes fatalement le plus socialiste. Voilà, il n'y a pas... A priori, oui. rien à dire. C'est pas possible, je veux dire, ou alors on cherche d'autres curseurs. Ouais, voilà, mais actuellement, en France, on a tendance à dire que Macron est libéral parce que tout ce qui est à droite de Mélenchon est un afro-libéral. Quoi. Mais bon, c'est pas la réalité objective. Quoi. C'est clair. Ou alors on modifie les définitions un petit peu à sa guise. Quand ça ne nous plaît pas, on est néolibéral. De toute façon, généralement, le néolibéralisme, c'est toujours pour le critiquer. C'est mal. Oui, c'est mal. Du coup, ouais, voilà. Du coup, ça tombe bien parce qu'on va faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui sur le marché immobilier et la soviétisation, si on peut appeler ça comme ça. La première question que je voulais te poser, c'est notamment l'état du marché immobilier et la crise du logement, compte tenu des faillites de promoteurs, d'agences, de constructeurs. Enfin, en ce moment, ça n'arrête pas. Donc voilà, comment tu le perçois un petit peu? C'est plutôt actuellement, c'est une catastrophe absolue, hein, l'immobilier. Alors c'est une catastrophe prévisible, hein, on le voyait venir depuis très longtemps, même si les grandes agences immobilières comme Century 21 ou La Forêt nous disaient que ce n'était pas vrai. On le voyait, on le prédisait depuis longtemps, les économistes le voyaient quand même venir depuis assez longtemps, donc c'est pas vraiment une surprise. Mais aujourd'hui, c'est encore plus grave que ce qu'on avait pu prévoir parce que vous avez vous avez déjà un marché de l'immobilier qui est très cher et une bulle qui s'est créée, il a été rendu très cher à cause d'une bulle et cette bulle elle s'est créée pourquoi? Parce que la BCE a fait de l'argent gratuit. Or, quand vous avez de l'argent gratuit, fatalement, ça crée des bulles, toujours. Donc, vous avez eu une bulle sur les actions, alors pas toutes les actions, hein, comme pas tout l'immobilier, mais vous avez eu une bulle sur les actions qui est encore là. Vous avez eu une bulle sur les crypto-monnaies qui se dégonfle, qui se regonfle un peu généralement, mais enfin qui existe aussi. Et puis, vous avez une bulle sur l'immobilier. C'est-à-dire que les gens, parce qu'ils empruntaient à taux zéro ou quasi zéro, pouvaient acheter finalement des biens immobiliers qui n'auraient jamais pu se payer.
Et du coup, vous avez eu des prix qui ont énormément augmenté. On est arrivé à ce maximum de prix qui fait que même avec des taux à 0,3, 0,4, les gens commençaient à avoir du mal à se payer leur appartement ou leur maison. Mais en plus, la BCE s'est enfin rendu compte qu'il y avait de l'inflation et donc elle a augmenté les taux. Ce qui fait que mécaniquement, les taux auxquels vous empruntez pour acheter votre immobilier ont augmenté. Et donc on s'est retrouvé bêtement, on s'est retrouvé avec des acheteurs qui ne peuvent plus acheter. Alors bon, il y a eu en plus des problèmes administratifs, mais on va les oublier pour le moment. Rien qu'à cause des taux élevés, les gens ne pouvaient plus acheter. Et on prévoit que ça va encore augmenter à 4% cet été, donc sur 25 ans. Donc on est vraiment sur des taux très élevés. Là, on est à 3,65 en moyenne sur 25 ans. Donc ça va encore augmenter jusqu'à 4 cet été. Donc on est sur des taux très élevés. Donc les gens ont vu baisser leur pouvoir d'achat immobilier, mais de manière très importante, c'est quasiment 30%. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu beaucoup moins d'acheteurs. Normal. Et actuellement, vous avez la profession de l'immobilier qui souffre mais terriblement. Pour donner quelques chiffres que j'ai en tête, le BTP, c'est 42% de faillite en plus. Les agences immobilières, c'est plus 82% de faillite. Plus 82% de faillite. C'est énorme. Donc, c'est gigantesque. Les promoteurs, ils sont tous en train de mourir petit à petit parce que eux, leurs ventes, elles ont baissé de 45%. 45%. C'est les notaires qui viennent de nous sortir le chiffre, enfin de confirmer le chiffre qu'on savait déjà par la Fédération française du bâtiment. Mais donc 45% de baisse des ventes de trucs neufs. Donc on est vraiment les crédits immobiliers ont baissé de 42%. Donc c'est vraiment le marasme. Et toutes les professions de l'immobilier, tous les professionnels sont en train de faire faillite les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé à l'aide le gouvernement, pour essayer d'en sauver quelques-uns, quoi. Parce que, je dis ça avec le sourire parce que je souris tout le temps, mais c'est vachement dur, quoi. Pour eux, c'est une période super compliquée, quoi. J'aimerais surtout pas, moi, être promoteur immobilier en ce moment. Ouais, c'est clair. Et du coup, effectivement, il y a eu cette réunion. Donc, ça s'est passé lundi, si je dis pas de bêtises. Et au final, la plupart des acteurs qui étaient présents sont sortis un petit peu beaucoup même déçus. Parce qu'au final, les mesures qui ont été prises, si on peut appeler ça des mesures entre guillemets, n'étaient pas à la hauteur, on va dire. Et donc, notamment, on a eu le PTZ qui va être très restreint maintenant. Alors, PTZ, prêt à taux zéro, qui permettait de profiter d'une partie du prêt immobilier à taux zéro et donc de permettre notamment aux primo-accédants de pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, c'était un petit peu à vocation, enfin, c'était un peu beaucoup à vocation pour permettre aux ménages à revenus modestes, on va dire, de pouvoir accéder à l'immobilier. Chose qui va être très restreinte. Alors, c'est dans les zones tendues et dans l'habitat collectif neuf, si je ne dis pas de bêtises. Et on a aussi le Pinel, donc qui permettait de faire la défiscalisation, qui va être stoppé à partir de 2024 et qui ne sera pas substitué par une autre mesure. C'est une première sur les 40 dernières années, puisque normalement, dès qu'un programme de défiscalisation prend fin, il est remplacé par un autre. Donc on voit que non seulement on se retrouve avec une crise du logement phénoménale, où il y a plein d'acteurs qui sont en train de trinquer, et en plus, les mesures qui sont prises ne font qu'exacerber cette crise. C'est hallucinant, quoi. Ah, c'est complètement hallucinant. D'ailleurs, ils étaient tous très, très énervés. J'ai pu faire des vidéos là-dessus. Ils étaient tous vraiment très, très énervés. Parce que ça fait 7 mois, en fait, qu'ils se font des réunions. Mais c'est un peu l'habitude en tout cas de ce gouvernement. On fait des réunions avec tout le monde. Ça dure des plombes. Donc, ça fait 7 mois qu'ils bossaient. Et puis, à la fin, on aura un truc qui n'a rien à voir avec ce qui s'est dit. Hein, ce que disent vraiment les professionnels, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit pendant les réunions. Mais alors, rien du tout. Et que c'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris, c'est-à-dire que on a des trucs qui ne sont pas chiffrés, on a des trucs où on ne sait pas où on va, et on a des trucs où c'est juste des logos faits par le gouvernement qui sont collés sur ce que font déjà d'autres personnes. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple, on a
très au début, là, fin d'année dernière, fin 2022 et tout début 2023, on a été embêté par le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux auquel votre banque vous prête, plus l'assurance, plus les frais. Et ça ne doit pas dépasser un certain pourcentage. Ce pourcentage est fixé par la Banque de France. Et avant, il était fixé tous les 3 mois. Le problème, c'est que comme ça avançait extrêmement vite, la BCE, elle, augmentait les taux très, très vite. Bah, le fait que la Banque de France change son taux d'usure, tous les 3 mois, ça n'était pas suffisant. Et finalement, vous vous trouviez avec des taux immobiliers qui étaient trop proches du taux d'usure et on ne pouvait rien faire, quand on ne pouvait plus prêter d'argent. Donc ça a été embêtant. La Banque de France s'en est aperçue après que les courtiers soient venus hurler sous ses fenêtres. Il y a eu des manifs terribles de courtiers, etc. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'est réveillé à la Banque de France. Je rappelle que la Banque de France a plus de salariés que la Banque d'Angleterre, alors que la Banque d'Angleterre défend sa monnaie quand même. Hein. La Banque d'Angleterre a la livre, la Banque de France n'a plus le franc, mais il y a plus de salariés à la Banque de France. Donc, bon, ils ont fait du bruit, ça a réveillé quelqu'un dans la banque. Et donc, la Banque de France s'est dit, bon, bah, puisque ça, on va le réviser tous les mois. Bon, ce que je dis toujours, c'est qu'à la limite, il n'y a même pas besoin d'un salarié pour réviser tous les mois. Vous mettez un tableau Excel avec un petit programme informatique. La BCE augmente de temps, paf, mon taux d'usure augmente de temps. C'est juste une formule mathématique, il n'y a pas besoin d'un salarié, ça pourrait être instantané. Instantané, mais c'est clair. Il faut occuper du monde à la Banque de France, donc il y a un salarié, peut-être même tout un bureau qui s'en occupe, qui sait. Et donc, je ne sais pas combien de monde peuvent bosser à la Banque de France pour ça, mais du coup, c'est tous les mois, ce qui est déjà un gros progrès. Et c'est arrivé en février. Bon, donc c'est un plus. Ça n'a rien changé, hein, ça n'a absolument rien changé. En fait, les banques prêtent de moins en moins, donc ça n'a pas eu l'effet qu'on espérait. Mais au moins, on peut, pour le voir de manière positive, on peut se dire, s'il ne l'avait pas fait, ça serait pire. Voilà, c'est pas mieux, mais s'il n'avait pas fait, ça serait peut-être pire. Donc voilà, bon côté des choses. Et la Première ministre a juste collé un truc en disant, bah, on va faire ça jusqu'à la fin de l'année. Enfin, il faut que je demande au président de la Banque de France s'il est d'accord. Bah, c'est bien, donc bravo. En fait, tu vas rien faire. Parce que vraiment, son discours, c'est ça. On va le faire jusqu'à la fin de l'année. Enfin, il faut que le gouverneur de la Banque de France soit d'accord. Bon, bah, ok. Bah, tu parles pour rien dire, quoi. Ah oui, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, mais c'est une des mesures, quoi. Après, tu en as cité d'autres qui ne vont pas, comme le PTZ. Moi, je trouve que le PTZ, c'est une horreur. Alors, je vais d'abord parler peut-être du Pinel qui n'est pas remplacé. Moi, je ne suis pas un fan de la défiscalisation parce que ça pousse des gens à acheter dans des endroits où ils n'auraient jamais acheté sinon, uniquement pour avoir une carotte fiscale. Donc, ils achètent des endroits où ils n'auraient jamais acheté sinon. Et s'ils n'auraient jamais acheté dans ces endroits-là, c'est souvent parce que on ne trouve pas de locataires, quoi. Et donc, ce qui arrive, enfin, je ne suis pas un professionnel dans ce domaine-là, mais ce que j'ai vu souvent, c'est des gens qui arrivaient au bout de la période de défiscalisation, se retrouvaient avec un bien dans lequel il n'y avait plus de locataires et personne pour l'acheter. Et donc, ils étaient coincés. Donc, je ne suis pas un grand fan, d'autant plus qu'on voit que toutes les aides qui ont été données par l'État, donc c'est en fonction des années entre 30 et 45 milliards. Hein, alors, je compte les APL, je compte tout là-dedans. Hein, mais finalement, ça se retrouve après dans la poche du promoteur. C'est-à-dire que vous donnez des APL à un jeune étudiant pour son appartement. Ce que ça fait immédiatement, c'est augmenter le prix des loyers des appartements. Et ce que ça fait juste après, c'est augmenter le prix des appartements. Donc, en fait, ça finit dans la poche. On arrose le sable, ça a rarement de l'intérêt. Donc, qu'ils arrêtent le Pinel et qu'ils mettent rien à la place. Moi, je ne suis pas forcément contre, mais c'est mon côté libéral. Il faut bien voir ça aussi. J'ai un biais. Et de l'autre côté, après, il y a le PTZ, le prêt à taux zéro restreint. Je viens justement d'enregistrer une vidéo là-dessus. Et je trouve, moi, que c'est absolument indéfendable de faire des choses comme ça. Voilà, je suis mais totalement opposé à ça, pour plusieurs raisons. La première, ceux qui vont trinquer, c'est la classe moyenne, les gens qui gagnent 40 000 euros, jusqu'à 40 000 euros et par an.
c'est les premiers qui vont trinquer parce que c'est les premiers qui utilisent le PTZ. La moitié d'entre eux l'ont utilisé en 2022, 51%, donc un peu plus de la moitié d'entre eux l'ont utilisé l'an dernier pour s'acheter des petites maisons, se faire construire des petites maisons individuelles avec un petit bout de jardin. Et ce que l'on a dit finalement, alors ils ont essayé d'enrober le truc en disant on va le prolonger jusqu'en 2027, mais pas pour tout le monde. Voilà. C'était un peu ça. En gros, on disait on va le prolonger jusqu'à 2027, et puis quand tout le monde applaudissait, mais pas pour tout le monde. Donc finalement, vous avez un gouvernement qui vous dit je vous prêterai de l'argent uniquement si vous allez dans les zones tendues. Si vous achetez un appartement, vous qui habitez en province, qui voulez vous acheter votre petite maison sympathique, votre maison agréable avec un jardin pour que vos enfants jouent ou votre chien puisse courir, vous ne m'intéressez pas. Hein, vous êtes des pecnos. Vous êtes des pecnos si vous voulez des trucs comme ça, je suis désolé. Vous voulez habiter à Cluny ou à Louhans ou à Tournu ou dans des petits bleds comme ça, où je parle de ces petits bleds parce que je les connais bien, j'ai une maison près de Cluny, enfin mon père a une maison près de Cluny, où grosso modo une petite ville de 4500 habitants, c'est presque du moyenâgeux, quoi. C'est très très ancien, c'est classé, c'est superbe, c'est merveilleux. Mais on ne construit pas de gros bâtiments avec des cages à lapins ou des appartements là-dedans. Ça n'existe pas. Donc, en fait, toutes les personnes qui veulent habiter à Cluny, à Louhans, à Tournu, eh ben, ils sont obligés d'acheter des maisons individuelles. Eh ben, le gouvernement leur dit non. Ils restent avec l'esprit, enfin deux esprits. D'abord, un esprit qui est vous êtes des pécores qui roulaient au diesel et qui fumaient des clopes, hein, comme on avait entendu lors des Gilets jaunes, et on ne vous aime pas. Et deuxième esprit, c'est moi qui vais vous expliquer où vous avez le droit d'habiter. Et alors moi, que le gouvernement... Moi, je suis en appartement, hein, donc j'aime bien les appartements, j'ai rien contre, mais que le gouvernement ait décidé où les gens ont le droit d'habiter, moi, ça me sidère. Voilà. Je suis alors, totalement opposé à ça. Et même plus, moi je trouve ce qui est paradoxal, c'est qu'ils disent tout et son contraire, c'est qu'on te dit ça va se concentrer dans les zones tendues, mais c'est dans les zones tendues où tu as les prix les plus élevés, donc tu fais monter les prix parce que c'est les personnes accèdent à un crédit facile, entre guillemets. Donc tu dis, mais vous mettez en place la ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, donc on ne peut pas construire. Donc forcément, le foncier va exploser. Vous m'empêchez d'avoir un crédit à taux réduit, et vous le concentrez que dans les zones tendues. Donc, dans cette zone tendue, donc je ne peux pas construire de toute manière parce que c'est impossible. Les PLU me l'empêchent. Hein, Et ensuite, vous me donnez ce crédit pour acheter un appartement dans le collectif, c'est là où il y a le plus de demandes, à taux réduit. Ça va faire exploser les prix en fait à ces endroits. Et après, vous plafonnez les loyers. Comme ça, le rendement, il est pourri. Vous êtes sûr, il n'y a plus personne qui loue. Non, mais c'est complètement ridicule. Hein. Ça n'a vraiment aucune réalité. Et encore une fois, pourquoi aller obliger les gens à acheter ça représente plus de 30 000 constructions en 2022. Hein. Les maisons individuelles, c'est plus de 30 000 constructions en 2022. Le constructeur de maisons individuelles, il n'a plus qu'à fermer sa boîte. Là, hein. Déjà, il souffrait, mais il souffrait dur. Il souffrait, mais comme jamais. Mais ceux qui sont encore en train de survivre, ils n'ont plus qu'à aller déposer le bilan. C'est terminé, quoi. Je veux dire, si on n'offre pas le PTZ, enfin, si les ménages, alors ils disent modestes entre guillemets, mais enfin, moi, je trouve que quand on gagne 40 000 euros par an, on n'est pas forcément modeste, quoi. On est juste la classe moyenne. Si eux, ils ne peuvent pas emprunter pour faire construire leur maison individuelle, c'est terminé, quoi. Ça fait 30 000 maisons en plus. Et en plus, ça représente en moyenne 51 000 euros, le PTZ, pour ces constructions-là. La classe moyenne qui gagne 40 000 euros par an, elle ne va pas réussir à trouver 50 000 euros comme ça, en claquant des doigts. Ça représente plus d'un an de salaire. La banque ne lui prêtera pas. Et les taux d'intérêt montent. Alors, même si la banque avait un petit intérêt à lui prêter, eux, ça leur ferait beaucoup trop. Et ils ne vont pas le trouver dans leurs économies puisqu'ils gagnent 40 000 euros par an. Donc, le temps de mettre de côté 51 000 euros, c'est fini, c'est mort. Donc, vraiment, les constructeurs de maisons individuelles sont foutus. Voilà, ils sont foutus. Et puis, moi, ça m'agace, ce mépris pour la province, cette vision parisienne des choses, cette vision grande ville des choses m'agace au plus haut point, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis dans le sud, du côté de Aix-en-Provence, dans un village, donc Ben voilà, non mais... on le voit direct, hein, effectivement. T'as Paris et t'as le reste de la France, quoi. Oui, mais c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est incroyable. Et Voilà, puis, ça remonte de loin, hein, même avant la Révolution française, c'était Paris. Et après, tu avais le reste de la France, ouais. sans dents, comme disait un certain ancien président. Et du coup, voilà, il y a eu, comme les ventes et la construction de logements sont un petit peu en berne, tu as la première ministre qui a proposé de faire racheter 47 000 logements neufs invendus par des organismes publics. Ah, ils ont la panacée. Oui, oui. Non, non, mais bon, ça, c'est, mais voilà, à quoi. Alors, ça, c'est quand même aussi un logo qu'elle a mis sur quelque chose qui existait. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts avait déjà dit, il y a 3 semaines, je crois, j'avais fait une vidéo là-dessus, avait déjà dit, je vais en acheter pour je ne sais plus combien de millions. Et je ne sais pas si ça représentait la moitié des 47 000 ou les 47 000, mais ils avaient déjà prévenu qu'ils achetaient ça. Donc, ça aussi, c'est juste un macaron. Le gouvernement a fait quelque chose sur quelque chose qui avait été lancé. Mais je dirais, enfin, pourquoi faire? Si personne ne veut les acheter, ces appartements, c'est qu'il y a une raison. Donc, donc, moi, je veux bien que la Caisse des dépôts les achète, mais c'est juste de l'argent mis en l'air. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Si personne ne veut les acheter, c'est qu'ils ne sont pas vendables. Et puis surtout, l'idée, ça a été de dire, bah, comme ça, les promoteurs vont avoir de nouveau de l'argent pour remettre en construction, mais ils vont remettre quoi? Ils ont déjà raté leur vente. Ils vont dire merci pour l'argent, et puis ils vont me mettre bien profond dans leur poche. Ils vont dire attendez, on va attendre. Maintenant, on va attendre que ça se redresse. On va surtout pas recommencer à construire un truc. On vient d'échapper à la faillite. On va pas redémarrer. C'est stop, 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 stop jusqu'à ce En que le gros, on marché reparte. transfère le risque, d'autant plus que la Caisse des dépôts, il y a une partie des livrets A qui sont investis par la Caisse des Ouais. dépôts. Donc, on transfère le risque des promoteurs, puisqu'ils sont renfloués, on va dire, entre guillemets, sur les épargnants qui n'ont rien dit, qui veulent juste placer leur argent sur le livret A et qui vont se retrouver à investir dans des Ouais. logements que personne ne veut, quoi. C'est ça. Ça va être des logements que personne ne veut, où personne ne va. C'est assez communiste hein, comme façon de voir. Mm. Hein. Ah ben, ouais. Les communistes, comme ça, construisaient des immenses barres d'immeubles où personne ne voulait habiter. Et c'était vide, mais enfin, ça existait. Donc voilà, on avait fait quelque chose. Tu as l'exemple Mais, en Chine, hein, pour stimuler la croissance. En Chine, ils ont construit des milliers et des milliers de logements, d'immeubles. Pour stimuler la croissance et la consommation interne, tu te retrouves avec des logements vides, des villes fantômes qui servent à rien, quoi. bah, Euh, c'est ça. Je veux dire, bon, si ça se vend pas, bah, il faut laisser le promoteur mourir. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas la peine d'avoir derrière. Enfin, c'est très triste. Hein, j'aime pas qu'une hmm. entreprise meure, mais il faut l'accepter. Et puis parce qu'on a fait d'autres erreurs, mais là, le racheter, ça va. Et derrière, vous allez voir qu'au moment, enfin, ils ont déjà commencé la Caisse des dépôts, mais au moment où il va falloir renégocier le taux du livret A parce que il devrait passer à 4,5% en principe en août, si on respectait la règle de calcul. Moi, je suis pour qu'on respecte les règles de calcul. Je suis pour virer tous les gens de la BCE, tous les gens de la Banque de France, mettre uniquement des calculateurs. Vous voyez, une calculatrice. Au moins, vous savez où vous allez. Le taux d'intérêt, vous savez que l'inflation, elle est de temps, l'emploi, elle est de temps. Ça vous donne le taux d'intérêt avec une formule mathématique hyper simple. Et comme ça, les gens peuvent prévoir leur avenir sur très longtemps sans avoir quelqu'un à la BCE donc on ne comprend rien de ce qu'il dit et qui lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Donc ça simplifierait les choses. Tout le monde saurait comment investir. Et ben là, c'est la même chose pour le livret A. Je suis pour une formule de calcul qui existe en plus et qui s'applique automatiquement. Personne n'intervient, personne ne bouge. Comme ça, les épargnants du livret A savent déjà combien ils toucheront au 1er août. C'est très bien. Et en plus, comme ça, ceux qui empruntent avec le livret A, comme la Caisse des dépôts, savent à combien ils vont emprunter. Donc comme ça, c'est ça. Mais non, il nous a fallu un fonctionnaire là-dedans. Donc c'est la Banque de France qui va calculer le taux, et qui est très facile à calculer. Donc encore une fois, une bonne calculatrice Casio, ça fait le taf. Mais il doit y avoir une quinzaine de personnes qui utilisent leur calculatrice. Je pense quand même qu'ils le font quand même pas encore à la main. Je crois qu'ils ont un peu évolué. Mais il doit y avoir une quinzaine de personnes qui utilisent leur calculatrice pour faire ce calcul que n'importe qui peut faire sur Excel. Et derrière, le directeur de la Banque de France donne une idée du taux il dit, voilà, on pourrait appeler, en principe, c'est 4,5, mais moi, je vous recommande de faire tant. Bon. Et c'est là que ça se complique, parce que vous avez la Caisse des dépôts qui est en train d'hurler en disant, ouais, faut pas que ça monte trop, parce que nous, après, on va avoir du mal à prêter pour le logement social. Bah oui, mais si tu ne dépenses pas ton argent n'importe comment à acheter des logements que personne ne veut, tu n'aurais pas de problème. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc,
Et donc, tout le monde est en train de frapper à la porte du directeur de la Banque de France, qui a un boulot, qui a un job de rêve, et de lui dire « Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas monter le taux du livret A trop haut. » Donc, il va proposer un truc comme 3,5. On est à 3, il va proposer 3,5. Et en fait, tous les petits épargnants vont se faire rouler dans la farine, mais complètement rouler dans la farine. Tout ça parce qu'on veut que la Caisse des dépôts achète 47 000 logements qui ne servent à rien. Enfin, qui pourraient servir, mais qui, en l'occurrence, personne ne veut. Donc, si personne ne les veut, on peut estimer qu'ils ne sont pas bons. Voilà, ça va, voilà. Et pour ça, on va rouler dans la farine plein de petits épargnants qui utilisaient leur livret A comme petite protection de l'inflation, parce que l'inflation, elle augmente tellement que ce n'est pas le taux du livret A qui sauve les gens, mais ça faisait une petite, malgré tout, ça faisait une petite protection. D'ailleurs, on voit que les gens, dès qu'on augmente un tout petit peu le livret A, ils mettent beaucoup d'argent dessus pour se protéger. Puis en plus, vous avez les banques qui luttent aussi contre l'augmentation du livret A parce qu'elles, ça pique de l'argent qu'elles ont sur leur livret bancaire, ça pique de l'argent qui sont sur les comptes courants qui ne sont pas rémunérés, ce qu'ils aiment bien, et ça pique de l'argent aussi de l'assurance vie en fonds euros. Et donc, voilà, ils n'aiment pas ça et du coup, ils font aussi du lobbying. Mais du coup, voilà, ceux qui se font avoir, c'est les petits épargnants sur leur livret A. Et du coup, effectivement, avec toutes ces mesures, notamment parce que j'ai vu aussi, ils voulaient poursuivre le plafonnement de l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers, avec le HCSF, la zéro artificialisation nette des sols, la diminution du nombre de constructions, parce que les permis, pareil, les PLU sont de plus en plus restrictifs, les plans locaux d'urbanisme, donc ça ne construit pas. Tu as le foncier, après, qui explose. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que la volonté n'est pas de surenchérir le foncier, hein, le privé, pour justifier la transition vers la loi Laglaise, hein, donc la dissociation du foncier et du bâti. Puisqu'on le voit, ça commence, on rachète des biens pour les intégrer dans des organismes publics, on fait exploser le foncier. C'est à se demander parfois. C'est à se demander. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors moi, je ne l'avais pas vu comme ça, mais là tu me donnes l'idée et je me dis, effectivement, on voudrait faire ce genre de choses qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Parce qu'on fait tout actuellement pour faire exploser le foncier et c'est vraiment une catastrophe. Et d'ailleurs, tous les problèmes que tu as identifiés là sont des problèmes administratifs. Ah oui, totalement. Il faut avoir ça en tête. Hein. Tous les problèmes que tu as identifiés là, c'est purement administratif. Ça ne correspond à rien d'économique. Juste à des décisions, soit de l'État, soit des maires. Donc, et ça contribue à une chose, c'est l'augmentation des prix. Et donc, effectivement, alors il y a peut-être une volonté, je ne sais pas s'il veut qu'on parle de la loi Laglaise tout de suite, mais il y a une vraie volonté enfin, je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais si c'est fait pour ça, c'est rudement bien fait. Hein. Franchement, c'est à se demander parce que tu vois même la demande, parce que comme les prix explosent, les loyers du coup suivent plus ou moins, les loyers ont en tout cas bien monté depuis par rapport aux revenus des ménages, et tu vois que la demande de logements sociaux a explosé. On est à 2,4 millions de demandes de logements sociaux, donc ça c'est le parc public. Et tu dis, petit à petit, le parc privé se réduit. On empêche de toute manière de construire et de pouvoir accroître la quantité de biens disponibles. Et à la place, tu as les personnes, c'est comme, en plus c'est très français de se retourner, mais là c'est parce que ces personnes n'ont plus le choix de se tourner vers l'État qui lui en plus rachète des biens et va leur permettre d'accéder à ce genre de biens pas cher, quoi. Là, je vais juste revenir sur deux choses. Le plafonnement de l'augmentation des loyers, mais c'est aussi inadmissible. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que le propriétaire, c'est le riche. Et il faut taper sur le riche. Alors, déjà, pourquoi faut-il taper sur le riche? Moi, je n'ai rien contre les riches. Mais bon, il faut taper sur le riche, c'est bien, ça fait peuple. Bon, ok. Mais beaucoup de gens, en fait, ont acheté leur maison, déjà au prix de beaucoup d'économies et de beaucoup de travail ou voilà, de restrictions, et en vue d'un complément de revenus quand ils partent à la retraite. Et là, qu'est-ce qu'on dit aux gens? En principe, la loi, c'est vous pouvez augmenter votre loyer autant que l'inflation, enfin l'indice du bâtiment.
ce qui est proche, ce qui est normal, parce que quand vous avez des travaux à faire dedans, les travaux ont augmenté du montant de l'indice de la construction, donc c'est normal que le loyer augmente de la même manière. Là, non, on leur dit, ça fera que la moitié quasiment, puisque c'est 3,4 autorisés pour 7. Et donc, c'est quasiment que la moitié, ça veut dire qu'on appauvrit automatiquement le bailleur. Et donc, des petits vieux, parce que c'est eux principalement qui possèdent le foncier, mais des petits vieux, on leur dit, vous allez être plus pauvres. Je ne vois pas du tout comment c'est justifiable. Et moi, je suis locataire ici, et il s'avère que mon propriétaire habite en dessous de chez moi, et que c'est un petit vieux de 70 ans, très gentil. Je ne vois pas en quoi ma vie à moi doit être plus rose que la sienne. Je ne vois pas au nom de quoi l'État doit me privilégier, moi qui suis locataire, sur lui. Pour moi, il n'y a pas de raison non plus que sa vie à lui ne vaut pas plus que la mienne, mais l'inverse est vrai aussi. Donc, je trouve ça absolument fou. Ensuite, effectivement, ce que ça va générer, c'est que les gens vont se retirer de plus en plus du locatif, en disant, attendez, on a déjà les squatteurs, on a les gens qui ne payent pas. Tu as la trêve hivernale après. On a la trêve hivernale. Les gens qui ne payent pas, qu'on ne peut pas foutre dehors. En plus, maintenant, dès qu'il y a de l'inflation, on nous dit qu'on ne pourra pas augmenter les loyers. Et dans certaines villes, on a le plafonnement des loyers. Non, mais je veux dire, ça devient compliqué quand même de louer. Il faut bien choisir le bien qu'on va acheter. Et du coup, on va dégoûter petit à petit les gens de faire du locatif. En plus, vous avez le DPE qui a supprimé tous les logements G, qui va supprimer tous les F et tous les E. Donc, en fait, une grosse partie du parc immobilier des particuliers, je crois que c'est 30%, si FG, je crois que c'est 30% du parc, retirer de la location, c'est bien, mais actuellement, on manque de logement. Donc, effectivement, on vire tout le privé et on va y mettre du locatif public à la place. Et je trouve que c'est un gros problème, notamment parce que on parle des passoires thermiques du privé, mais honnêtement, le parc HLM, c'est plus qu'une passoire thermique. Mais eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ça va. Eux, ça va parce que c'est des gentils. Vous voyez, ça appartient plus ou moins à l'État, c'est plus ou moins des copains et tout. Donc, eux, c'est les gentils, ils ont droit, mais vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, je trouve que c'est terrible et qu'on va effectivement de plus en plus vers un État qui grappille tout. Et donc, et ce qui est vraiment pas une bonne chose, encore une fois, mais... Et derrière, effectivement, il y a la loi Laglaise, où là, on ne le cache même plus. Alors, les origines, elles remontent à 2017, les origines de cette idée, parce que c'est France Stratégie qui était relié au Premier ministre de l'époque, qui avait sorti une note en disant, tiens, une solution pour régler le problème de la dette de l'État, ça serait qu'on pique, mais alors carrément, on pique carrément une partie du foncier de tout le monde. C'est-à-dire, l'État devient votre copropriétaire. Comme ça. Mais alors, mais sans se poser de questions, hop, un décret. C'est par décret en plus. Et un décret, et hop, l'État devient copropriétaire de tout le monde. La conséquence, tout le monde doit plus payer un loyer. Que ce soit, vous êtes propriétaire occupant, vous payez un loyer. Vous êtes propriétaire, vous avez des locataires, une partie du loyer de vos locataires part à l'État. Voilà. Et on réglait le problème de la dette de l'État comme ça. C'est France Stratégie qui avait écrit ça en 2017. Et là, la loi Laglaise vient un peu sur la même idée, c'est-à-dire le foncier appartient à l'État et vous ne possédez que les murs. Et donc, comme vous... Mais c'est... Alors oui, en plus, dans l'idée de France Stratégie, c'est que petit à petit, si vous ne pouviez pas payer votre loyer, l'État récupérait petit à petit de plus en plus de foncier. En fait... Vous ne pouviez pas vous payer le loyer, il n'y a pas de problème. Hier, vous aviez votre maison qu'à vous, vous payez à personne, tout allait bien. Maintenant, je suis votre copropriétaire, mais si vous ne pouvez pas payer, vous n'en faites pas, on va en prendre un peu plus. Donc, vous pourrez de moins en moins payer, mais à la succession, on aura tout, donc tout ira bien. Et c'est vraiment ça, l'idée de France Stratégie. Donc, c'était merveilleux. Et là, la loi Laglaise, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on paye, on possède le foncier. Donc, vous allez nous payer un loyer, quoi. Écoutez, vous êtes propriétaire, vous pensiez que vous étiez propriétaire. Non, pas du tout. Alors, effectivement, la loi Laglaise, elle se base sur ce qu'on appelle le bail amphithéotique ou l'amphithéose. On parle aussi d'amphithéose. Alors, juridiquement, ça existe dans le code rural.
Pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est très développé, ça reste dans le cadre d'un contrat privé. Mais là, ça serait de le développer et le démocratiser, on va dire, entre guillemets, pour que de plus en plus de personnes puissent soi-disant accéder à la propriété. Mais bon, c'est des baux qui durent 99 ans. Enfin, ça existe au Royaume-Uni, ça existe en Chine. En fait, tu n'es jamais propriétaire du terrain. Donc, en fait, tu poses une construction dessus, mais à la fin, au bout de 99 ans, ça ne t'appartient pas, puisque le terrain ne t'appartient pas. Donc, on te dit, on respecte le droit de propriété privée. Bon, on peut se poser des questions, d'autant plus que à la base, c'est toujours on cherche toujours des raisons. La raison, c'est pour faire soi-disant baisser les prix et pour permettre au plus grand nombre de personnes d'accéder à la propriété. Mais quand tu regardes les pays qui l'appliquent, notamment le Royaume-Uni et la Chine, les villes tendues, on va dire, hein, donc ça serait le cas, l'équivalent des villes tendues en France, ce sont des pays avec les prix rapportés aux revenus des ménages les plus élevés au monde. Et ça n'empêche pas non plus la création de bulles. Puisqu'en Chine, typiquement, il y a une bulle immobilière qui se dégonfle en ce moment. De toute façon, on le voit depuis le milieu de l'année dernière avec des promoteurs qui ont commencé aussi à faire faillite, notamment avec Evergrande. Donc, tu vois que ça ne résout pas le problème. Donc, c'est toujours des prétextes pour mettre en place des mesures critiquables. Et tu dis où on va. Ah oui, non, mais complètement critiquable. Puis au début, c'est comme toutes les mesures, en fait. Au début, on te le fait au bon sentiment. On te le fait au bon sentiment et au bien. C'est-à-dire que c'est soit on veut sauver la planète, soit imagine, ça va permettre à tout le monde d'avoir sa petite maison à lui. Mais c'est normal, on passe toujours les choses au bon. C'est rare qu'un gouvernement vienne dire aujourd'hui, je vais bien vous casser les pieds et je vais bien vous ruiner. Voilà. Il y a peu de premiers ministres qui disent ça à la télé. Donc, il y a toujours, on enrobe toujours les trucs. Et puis après, une fois qu'on a mis le doigt dedans, finalement, on va vous faire payer un loyer tous les mois. Et puis, finalement, regardez, il y a déjà plein de gens qui l'ont, ce bail antiféotique. Il y a plein de gens qui l'ont. Donc, pourquoi on ne généraliserait pas tout le monde? C'est injuste. Et là, on vous rentre l'autre grand mot. Vous savez, il y a l'écologie, puis il y a la justice. Hein. Donc, on vous met l'autre grand mot, la justice. Et au nom de la justice, vous qui étiez propriétaire, qui ne demandez rien à personne, votre vie était tranquille, on va venir vous piquer votre foncier et vous allez vous mettre à payer un loyer à l'État. Bon, vous en payez déjà avec la taxe foncière, mais ça permettra d'en mettre un deuxième. Et voilà, vous ne demandez rien. Au nom du bien-être des gens, vous allez dire, oh oui, c'est bien, allez, on va faire ça pour les pauvres, tout va bien. Puis quand on va venir vous piquer votre terrain à vous en disant, mais au nom de la justice, il faudrait que ce soit pour tout le monde, voilà, à ce moment-là, vous vous réveillerez, mais il sera beaucoup trop tard. Et il y a vraiment... mais voilà, c'est absolument terrible. Moi, je trouve qu'on entre de plus en plus dans un socialisme, j'allais dire dans un communisme, mais c'est pas loin de ça. C'est-à-dire que plus ça va, moins on respecte la propriété privée, moins on respecte la liberté des gens. Et je trouve que, alors on est d'accord, Macron, c'est pas Staline, hein, ou Mao, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'on n'est pas obligé d'aller dans cette direction, même si on y va lentement. Ça serait bien juste d'arrêter et d'être complètement dans la liberté. Surtout que si vous voulez faire baisser le prix du foncier, c'est simple, il faut largement augmenter les permis de construire et il faut largement autoriser les immeubles à monter en hauteur. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les maires ne veulent pas parce que ce n'est pas bon pour eux, pour se faire réélire, mais vous voulez faire baisser. Franchement, du foncier en France, il n'y a que ça. Hein, on n'est pas à Hong Kong. Hein, donc, du foncier, il y en a partout. Des terres vides, il y en a partout. Si vous voulez faire baisser le prix, vous multipliez les permis de construire. C'est très simple. Et vous autorisez à monter les étages. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, quand tu regardes, mais c'est totalement ça, hein, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est on ne peut plus basique. Je veux dire, notamment les élèves qui t'écoutaient pour passer leur bac, ils le savent. Ouais, non, c'est ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'octroi de permis de construire et le nombre de constructions, enfin de mise en chantier, tu as toutes les données sur le site du gouvernement, tu te rends compte, en fait, c'est cyclique et ça suit très exactement les périodes d'élection municipale. Mais vraiment, au bout de
environ 1 ou 2 ans avant l'élection municipale, là où tu rentres en campagne, etc., comme on dit, maire bâtisseur, maire battu, hop, tu as le nombre de constructions et le nombre de permis octroyés qui chutent drastiquement. Et après, ça remonte. Là, c'est bon, c'est passé, les gens ont voté pour moi, ça remonte. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est ces trucs-là qu'il faut augmenter les prix, comme même chose, augmenter les prix en mettant des normes écologiques sur les bâtiments, bah, ça coûte beaucoup plus cher de construire un bâtiment. Et du coup, bah, vous augmentez le prix du bâtiment. Vous mettez des trucs comme zéro artificialisation des sols, bah, vous avez moins de construction, bah, ça coûte plus cher. Enfin, je dirais, c'est de l'économie absolument basique, mais vous avez une administration qui empêche. Et si vraiment l'État voulait faire quelque chose, il faudrait soit retirer les permis de construire aux maires, on leur retire, parce que ils gèrent ça de manière électoraliste et c'est pas une bonne chose. Donc on leur retire les permis de construire, les permis de monter les maisons. C'est très important de monter les maisons. Donc vous pouvez leur retirer ça. La deuxième solution, c'est de leur donner une incitation à le faire. C'est-à-dire que le maire, il a des problèmes avec ses électeurs quand il le fait, mais si vous donnez une incitation de la part de l'État, c'est-à-dire un peu plus d'argent pour pouvoir faire des parcs, pour pouvoir faire je ne sais pas quoi, mais un peu plus d'argent pour la commune, le maire va peut-être être incité à accepter un peu plus de permis de construire. Mais c'est les deux façons de le faire. Bon, moi, je serais pour retirer le permis de construire au maire. On file ça au préfet, voire même au moins administratif possible. C'est-à-dire que, limite, on n'est pas dans une zone inondable, vous avez votre permis de construire, quoi. Vous voyez, pourquoi j'achète un champ, pourquoi je n'aurais pas le droit de construire dessus? Enfin, il y a un moment aussi, c'est mon problème. Si je veux construire du moment qu'il n'est pas, sur une trajectoire d'autoroute, ou que je gêne pas, ou qu'il n'est pas inondable, et même s'il est inondable, à la limite, c'est mon problème, je fais ce que je veux. Hein. Si je suis assez bête pour construire dans une zone inondable, en sachant que c'est une zone inondable, tant pis pour moi, je veux dire, j'ai qu'à mettre des pilotis. Hein. Mais, non, mais, vous voyez, dire, pourquoi on va embêter les gens? Ils achètent un champ, ils construisent, ils savent ce qui les attend, si c'est raccordé ou pas aux eaux usées, si c'est raccordé à ceci, à cela. Si c'est inondable, ils le savent. À partir du moment où ils savent, ils prennent la décision de construire, ils ont leur permis de construire. On n'a pas de raison de les embêter, voilà, comme ils veulent. Je veux dire, chacun, enfin, ils sont grands, je veux dire, faut pas. Moi, je trouve que le gros problème, en fait, de l'État, c'est de prendre les gens pour des enfants. Oui, totalement. Moi, j'ai pas besoin que l'État me dise où j'ai le droit de construire, où j'ai pas le droit de construire. Tant que je gêne pas, tant que je suis pas sur une trajectoire d'autoroute ou de TGV, tant que je ne suis pas devant un barrage hydroélectrique, je dirais, je ne gêne pas, j'ai acheté un champ, je veux construire. Pourquoi l'État vient me dire, vous n'avez pas le droit de construire sur ce champ? Pourquoi? Et si je prends mon risque. Je prends mon risque. Si je sais quel est mon risque. On demandera aux personnes qui nous regardent de nous dire un petit peu dans les commentaires ce qu'elles en pensent. Ouais, je suis parfois controversé, mais voilà, moi je trouve que chacun a c'est ça qui est intéressant de pouvoir un peu voir les avis. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des arguments intéressants. Ça permettra de savoir dans les commentaires. D'ailleurs, voilà, j'en profite aussi parce que j'ai vu que tu as fait une vidéo sur le contrôle technique des logements. Alors, aujourd'hui, on a le contrôle technique des voitures. Et là, on aurait le contrôle technique des logements. Mais c'est de la pure folie administrative. Hein. Déjà, le DPE, c'est n'importe quoi. Ça a fait chuter le prix de 30% du marché immobilier. Donc, le reste va suivre. Ça va être une catastrophe pour tout le monde. On ne peut pas louer alors que les gens ont envie de louer. Les locataires cherchent. Pour un locataire, c'est mieux d'avoir un appartement classé G que d'être dans un carton sur la rue. Vous voyez, parce que c'est ça l'alternative. C'est des gens qui n'arrivent pas à se loger. Donc, moi, pour loger mes enfants à Paris, mais ça a été un enfer. Ils suivent leurs études à Paris, mais pour les loger, ça a été un enfer. Mais je me foutais du classement de l'appartement. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais qu'il ait un toit. Ma fille, mais ça a été mais horrible, quoi. Elle a dû aller dormir à droite à gauche chez des copains avant d'avoir son logement. Moi, je voulais juste qu'elle ait un toit. S'il fallait mettre le chauffage plus fort, j'en ai rien à faire. Je voulais juste qu'elle puisse habiter là où elle fait ses études. C'était quand même pas compliqué. Bon, et alors, l'État... Mais c'est vrai. T'énerve pas.
Mais l'État, en plus, maintenant, il veut faire un contrôle technique de vos bâtiments. Alors, ça n'arrivera peut-être jamais parce que ça va être trop détollé. Et à un moment, même l'État doit se calmer. Mais, mais contrôle technique de votre maison. C'est-à-dire, ils viennent, il y a un gars qui vient, qui contrôle votre maison. Il vous dit, ah, monsieur, vous êtes quand même mal, vous êtes que la CG, là, c'est quand même pas bien. Il va falloir faire des travaux. Vous dites, ben, moi, j'ai pas d'argent pour faire des travaux. J'ai eu le cas d'un gars qui a fait un commentaire dans mes vidéos. Il me dit, bah, ma maison vaut 45 000 euros. J'en ai pour 50 000 euros de travaux. Je ne peux rien faire. Je ne vais pas le faire. Donc, vous dites ça. Et à ce moment-là, le brave gars de l'administration dit, mais il n'y a aucun problème, monsieur. Dans ce cas, on vous pique votre maison. Vous me piquez ma maison. Oui, on vous pique votre maison. On va la donner à l'office HLM qui, lui, est complètement hors norme, mais on s'en fout. Donc, on va le donner à l'office HLM et vous allez lui payer un loyer jusqu'à ce qu'il ait fait les travaux. Mais je suis propriétaire. Non, non, plus maintenant, c'est fini, on a pris la maison. Donc, mais c'est un truc de malade. Et donc, vous avez l'État qui vous pique votre maison parce que vous êtes classé G, vous n'avez pas les moyens de faire les travaux. Ou F, hein, parce que G pour l'instant, puis F, puis E. Hein. Donc, il vous pique votre maison ou votre appartement, il vous le pique, il vous dit, bah, maintenant, c'est à l'office HLM, vous allez payer un loyer à l'office HLM, et avec ce loyer, l'office HLM va mettre en place les travaux. Et quand les travaux seront finis, il vous rendra votre maison. Et contrôle technique tous les 10 ans. mais vous êtes malade, quoi. Vous êtes des grands malades. C'est-à-dire le propriétaire qui n'a rien demandé à tout le monde, qui s'est saigné aux 4 veines pour acheter sa maison. Il se chauffe chez lui avec un poêle à bois, il n'en a rien à faire. Il veut juste être tranquille chez lui. On lui pique sa maison. Il est obligé de payer un loyer. Et on fait des travaux qu'il n'a jamais demandé. Non, mais... et paye la taxe foncière, paye les filles si tu es soumis à les filles, et ferme-la pour rester poli. Non, mais c'est ça. Mais on est mais c'est pour ça la propriété privée, mais ça devient une vaste blague, quoi. Ça devient absolument n'importe quoi. En fait, moi, tu dis, on est à un niveau tel de prélèvement obligatoire, tu disais à 50% du PIB, ou je ne sais plus à combien tu... Oui, le prélèvement. L'État représente à lui seul 58% du PIB, l'État. Et les prélèvements, c'est à peu près 50%. On est entre 48, 49, 50 dans ces eaux-là. Donc, c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Et tu dis, ils sont arrivés à un niveau tel de prélèvement obligatoire, donc impôts, taxes, contributions, cotisations et tous les termes qu'on peut trouver, mais on parle de prélèvement obligatoire de manière générale. Donc, ils sont arrivés à un niveau tel qu'ils sont obligés, ils ont dû mettre des ingénieurs fiscaux, je pense, pour trouver tout un tas de bêtises, et j'essaye de rester poli, évidemment, pour essayer de toujours faire rentrer toujours plus. Mais on est déjà au max. Enfin, c'est hallucinant. On est recordman du monde, hein, mais dans plusieurs choses. Hein. On est aussi le pays qui a le déficit public depuis le plus longtemps. 1974. Ouais. On est recordman du monde aussi dans les déficits publics. Hein. Là, il faut penser que quand même des pays comme l'Allemagne, c'est 2009. Hein, c'est pas... Nous, c'est 1974, hein, nos déficits publics. Donc, on est recordman dans tout. Et effectivement, comme maintenant, on est au maximum de la taxation. On voit bien, les entreprises s'en vont. Je veux dire, voilà, on a beau nous dire qu'on est en train de réindustrialiser, petzouille, on est en train de... Les entreprises se barrent. On sent bien que si on ajoute une petite taxe, elles sont mortes. Elles sont déjà zombies. Mais là, elles sont mortes si on ajoute une taxe. Les particuliers, ils sont hyper taxés dans tous les sens. La seule chose qu'on peut taxer aujourd'hui, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, il part pas. Une fois que vous avez acheté votre maison, vous augmentez votre taxe foncière, ça... À Paris, on l'a compris, hein, on fait plus 52% de taxes foncières. Donc, allons-y tranquille. À Grenoble, plus 25, allons-y. D'une manière générale, l'État, déjà, dans son calcul de base, c'est plus 7 de taxes foncières pour tout le monde. Alors, les propriétaires, eux, ils ont le droit d'augmenter le loyer que de plus 3,4. Mais l'État, il lui dit, non, mais l'augmentation de la taxe foncière générale, c'est 7, plus 7. Allez, hop, c'est rigolo. Et après, chaque commune a augmenté un peu plus. Donc, Paris, 52, Grenoble, 25. Ils ont tous fait des compétitions, ça explose de partout. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas partir avec votre petite maison. Donc, dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à la vendre, vous payez. Et si vous la vendez, l'acheteur, il paye. Donc, et en plus,
On peut y aller à fond sur l'immobilier. Si tu la vends bas, parce que tu peux te dire, bon, je la vends pas, je vais essayer de me retourner, changer de fusil d'épaule, je vais la louer. Mais si tu peux pas la louer selon l'endroit où tu n'as pas envie de le louer parce que tu n'as pas envie d'être confronté à des locataires et les risques que ça suppose aussi, on va te faire payer une taxe de logement vacant. C'est ça. Non, mais c'est à fond dans tous les trucs. Et je pense que le foncier, parce que ça fait plusieurs choses que je vois sur le foncier, je pense que le foncier, c'est vraiment l'État qui pique le foncier, mais là, qui le pique carrément. Mais alors, on va y aller, mais franco. Hein. Je pense que c'est la prochaine étape. Parce que c'est la même chose, le foncier, ça ne peut pas partir. Et donc, l'État pique le foncier. À la limite, peut-être que la loi Laglaise, c'est un moyen de commencer gentiment en disant, regardez, on fait ça pour que tout le monde puisse devenir propriétaire. Mais ça sera très rapidement étendu parce que c'est un moyen fantastique de régler la dette de l'État. C'est un moyen fantastique. Alors vous, par contre, votre maison, terminée, vous êtes copropriétaire. Hein, ça, c'est très clair. Hein. Vous étiez propriétaire, vous êtes devenu copropriétaire de l'État. Et vu comme il gère, c'est pas le copropriétaire que vous voudriez, vous voyez. C'est pas le bon gars. Donc, oui, non, l'immobilier, ça devient un véritable... actuellement, je trouve que c'est un véritable problème et ça part vraiment dans le mauvais sens. Ça, et d'autant plus que pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, la taxe d'habitation, bon, il a augmenté. On disait... Foncière. Taxe foncière, pardon, voilà, je voulais rebondir sur la taxe d'habitation. Voilà. On dit, on augmente la taxe foncière, mais regardez, on a baissé la taxe d'habitation. Ouais, mais si tu as compensé la suppression de la taxe d'habitation par une augmentation de la taxe foncière, c'est comme dire, on va baisser l'impôt sur le revenu, mais derrière, on va augmenter les prélèvements sociaux. Ouais, mais l'impôt sur le revenu, je suis pas obligé de le payer, les prélèvements sociaux, je suis obligé de les payer. Je peux pas les non, mais... non, mais ça. Non, mais c'est une vérité. De toute manière, c'est la grande spécialité. Hein. Depuis Sarkozy, je le remarque, comme l'État, et puis ils n'ont pas le choix. Comme l'État est exsangue, on a une dette monstrueuse. On est les plus endettés. Cette année, on est ceux qui allons le plus emprunter en Europe. Donc, on est exsangue. Vraiment, c'est des sommes. On est notre dette, le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts de la dette, c'est le 3e budget de l'État aujourd'hui. Vous avez l'éducation nationale, vous avez l'armée, parce qu'il y a les Russes qui sont juste à côté et qu'il est temps de s'équiper. Et vous avez, et derrière, vous avez le service de la dette. Et encore, le service de la dette est quasiment égal à l'armée. Et si les taux augmentent d'1%, le service de la dette sera égal à l'éducation nationale. Donc, on est KO debout. On est KO debout. Donc, à chaque fois que l'État vous dit « je vais supprimer tel impôt », il crée un autre impôt à côté pour compenser, parce qu'il n'a pas le choix. Et Sarkozy avait déjà commencé. Il avait supprimé un impôt que payaient les entreprises, un impôt de production dont je ne me rappelle plus le nom là sur le moment. Mais tous les employeurs et même tous les politiques disaient que c'est un impôt imbécile parce que les entreprises payent ça, les industries payent ça avant même d'avoir fait 1 euro de chiffre d'affaires. Donc c'est un impôt stupide. Et c'est vrai. Bon, je dis que tous les impôts le sont un peu, mais celui-là était très très bête. Bon, il a détruit celui-là et puis il en a créé 2 autres qui n'étaient pas des impôts, ça devenait des taxes, hein, parce que chez Sarkozy, on ne pouvait pas utiliser le mot impôt, parce qu'il avait été élu pour baisser les impôts. Donc, on utilisait le mot taxe. Et il a créé 2 autres taxes. Une, il me semble, s'appelle la CVAE. J'ai plus les noms en tête, je suis désolé, mais il a créé 2 autres taxes qui s'appliquent, même chose, sur l'entreprise, avant qu'elle ait fait 1 euro de bénéfice, de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. On en a détruit un parce que le nom, tout le monde le connaissait et c'était moche. Donc, on a détruit cet impôt-là en montrant à quel point on était bon. Et puis, on a créé 2 taxes à côté qui ont exactement le même montant. Enfin, voilà, c'est le même montant, mais ça a 2 autres noms. Et depuis, bon, à chaque fois qu'on détruit un impôt, on en crée un autre pour qui a un autre nom. Voilà. Ouais, d'autant plus que... Jusqu'à ce que les gens s'aperçoivent. C'est ça. D'autant plus que dans l'immobilier, c'est facile en France, puisque tu as 58% des ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale, donc tu es sûr que tu touches la majorité, et la majorité des personnes vont mettre la main, tu vas toucher le portefeuille. Vont payer, oui. Et puis on parle de plus en plus de faire payer énormément de ceux qui ont une résidence secondaire. Là aussi, il y aura peut-être des commentaires en disant « oui, mais il faut limiter le nombre d'appartements ou de maisons par personne ». Non, si je veux avoir une résidence secondaire avec un petit bout de jardin parce que j'habite Paris-Centre ou Lyon-Centre ou Bordeaux-Centre et que ça commence à m'agacer et que je veux ma résidence secondaire avec mon petit bout de jardin, j'ai le droit de me le payer. Et
actuellement, il y a vraiment un matraquage sur les. Alors, vous avez vu, on a déjà eu l'IA et les satellites qui ont repéré partout où il y avait des piscines. Maintenant, ils vont travailler sur les abris de jardin pour vous faire payer une taxe sur les abris de jardin et les vérandas. Et les vérandas, mon Dieu, si vous n'avez pas déclaré votre véranda. Et donc, on matraque complètement toutes les résidences secondaires. Et il y a un bruit de fond qui se fait de plus en plus en disant ça serait bien que personne n'ait une résidence secondaire. Attendez, moi, je n'ai pas signé pour l'URSS. L'interdit, enfin, l'État qui me dit où j'ai le droit d'habiter. Alors déjà, avec le PTZ, il m'interdit de faire construire ma petite maison. Il veut que j'habite dans un appartement. Mais l'État qui me dit où j'ai le droit d'habiter, comment je dois me déplacer, pas plus de 2 vols d'avion ou 4 vols d'avion dans une vie. J'ai vu l'autre jour Jean Covici. Donc, l'État qui me dit, mais vraiment, où je dois habiter, comment je dois me déplacer, ce que je dois manger. Non, mais il y en a marre. Je n'ai pas signé pour ça. Moi, je veux de la liberté. Je veux avoir le droit de ce que je fais. Si je veux acheter une résidence secondaire et que j'en ai les moyens, eh ben, laissez-moi acheter ma résidence secondaire. Mon vendeur sera content de me la vendre. L'agent immobilier sera content de me le vendre. Et moi, je serai tranquille. Donc, foutez-nous la paix, laissez-nous vivre, et puis ça marchera beaucoup mieux. Je pense que c'est une très jolie conclusion. Juste, est-ce que du coup, toi, tu investis dans l'immobilier? Non, moi, je n'investis pas dans l'immobilier. J'aime bien l'immobilier, j'en parle beaucoup, je regarde énormément. Moi, je suis investi à 100% en bourse, d'ailleurs. Tu es en finance à 100%. Tu n'aimes pas l'immobilier, de ce que j'ai compris. Hein? Comment? Tu n'aimes pas l'immobilier, de ce que j'ai compris. Non, j'aime pas l'immobilier, mais notamment parce que, en fait, pour l'État, vous avez l'impression de posséder un truc, mais pour l'État, c'est tellement facile de vous le prendre et de vous le taxer. C'est tellement simple de venir vous taxer autant. Regardez Enfin, regardez même l'exemple là. Moi, j'avais l'immobilier locatif à Paris. Il y a plein de gens qui aiment faire ça. Et ben là, prenez l'exemple. Vous avez une taxe foncière qui a augmenté de 52%. Et l'État vous dit, vous avez le droit d'augmenter vos. Et vous avez en plus les DPE. Alors, si vous avez de l'haussmannien, vous avez tout gagné parce que vous êtes forcément F ou G. Donc, voilà. Et l'État vous dit, donc vous avez énormément de travaux à faire. Et l'État vous dit, vous avez le droit d'augmenter votre loyer que de 3,4. Et la mairie vous dit, vous n'avez pas le droit d'avoir un loyer supérieur à ça. Enfin, moi, ça va tellement à l'encontre de ce que je suis en tant que libertarien que c'est sûr, pas investir dans l'immobilier. Compte tenu des mesures et de ce qui se passe, c'est sûr que tu te dis, est-ce que ça continue d'être pertinent d'investir dans l'immobilier, quoi? Ou alors, il faut être dans un pays étranger, mais encore faut-il pouvoir, encore faut-il connaître le système juridique étranger, parler au moins la langue ou avoir quelqu'un qui a un pied à terre. Ça se complexifie. C'est très complexe. Après, bon, si on connaît très très bien sa ville, très très bien son quartier, très très bien, je conçois qu'on puisse acheter de l'immobilier pour faire pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais ou alors, si on veut y habiter, on peut acheter de l'immobilier pour y habiter, parce que dans ce cas, parfois que ça baisse l'an prochain, moi j'ai prévu d'y vivre 15 ans, je m'en fous un peu, quoi. Mais voilà, en dehors de ces cas-là très très particuliers, moi j'investis pas dans l'immobilier, je suis complètement en bourse. Bah écoute, je pense que, en tout cas, vu ce qui s'approche, tu as peut-être raison. Avant de terminer, comme tout le monde, tu vas passer aussi. À chaque fois, je pose cette question. Une citation qui t'inspire, une recommandation de 3 livres. Alors, j'ai une citation qui m'inspire et qui devrait peut-être inspirer les investisseurs. Ne copiez jamais personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Et c'est une citation de Victor Hugo. Et 3 livres. Alors, en fait, il y a 3 livres, moi, que je conseille. Il y en a 2 pour les débutants qui n'ont jamais épargné, quoi, ou qui ne savent pas épargner, qui ne comprennent pas comment ça marche. Bon, alors, c'est peut-être bateau, vous avez peut-être déjà entendu ces livres, mais moi, je les ai lus et je les ai beaucoup aimés. Donc, il y a L'homme le plus riche de Babylone, de Classon, C-L-A-S-O-N. Et le deuxième, donc lui, ça explique grosso modo ce qu'il faut épargner et comment épargner et pourquoi c'est important, surtout sur le très long terme. J'ai offert ce livre à mes enfants quand ils ont eu 18 ans parce que c'est vraiment pourquoi il faut épargner sur le très long terme et pas juste une fois comme ça, mettre 500 euros ou même 10 000 euros juste une fois, ça sert à rien. Pourquoi il faut vraiment le faire de manière très très régulière. Et le deuxième livre, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, qui montre ce qu'est un actif et donc qui explique, qui différencie ce qui est un actif de ce qui est un passif.
et pourquoi, en fait, vous avez intérêt à vous diriger vers les actifs et non pas vers des choses qui vont vous coûter de l'argent. Et donc ça, c'est vraiment les livres basiques pour ceux qui démarrent et ceux que j'offre, moi, à mes enfants quand ils ont 18 ans. Mais voilà, c'est quand on démarre et qu'on n'y connaît rien, je trouve que c'est très bien. Et puis, pour ceux qui sont déjà bien avancés et qui, eux, veulent investir en bourse et qui, eux, voilà, sont déjà plus des investisseurs chevronnés, mais même chose de long terme, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout pour faire du trading haute fréquence, des machins comme ça, donc des investisseurs de long terme. C'est l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ouais, Benjamin Graham, c'est un classique et c'est absolument fantastique. Il est recommandé quand même par Warren Buffett, qui a été l'élève de Benjamin Graham et qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur investisseur au monde. Donc, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, moi, c'est un livre que j'ai toujours avec moi, sur lequel je dois avoir une quarantaine de pages avec des petites fiches. Vous voyez, il y a des j'ai mis que je vois, voilà. Vous voyez, il y a plein d'annotations, etc. C'est celui-là, donc vous voyez, je ne vous mens pas. Hein, et c'est vraiment pas mon livre de chevet, mais vraiment le livre avec lequel j'investis et que je trouve très, très bien. C'est un classique qui est vraiment très, très bien pour ceux qui veulent investir sur le long terme, avec une vision retraite, avec une vision très, très longue. La vision que tout le monde devrait adopter de manière générale, parce que on investit pas pour demain, on investit pour le long terme, quoi. Une vie, ça dure pas 1 mois, 2 mois, 5 ans, c'est long terme. C'est sur le très très long terme. Oui. Écoute, je te remercie. En tout cas, merci à toi. C'est un grand plaisir d'avoir pu échanger, et puis à très vite. Merci beaucoup, et puis à très bientôt alors.